RMC, le grand oral des grandes gueules. Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, bonjour. Bonjour. Hier, Bertrand Cantat a pu se produire sur la scène du Zénith. Il y avait certes des manifestantes devant, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Ça a fait un flop, votre appel à manifester lancé par Oser le féminisme? Alors, premièrement, on n'a jamais empêché Cantat de se produire depuis 6 mois qu'on manifeste devant toutes les salles de concert à travers la France. Je pense qu'on en est à la 10e ou 12e manifestation devant la salle de concert. Il n'y avait pas de trouble à l'ordre et à la sécurité comme ça avait été annoncé. Nous avons toujours fait des rassemblements pacifistes. Et par rapport au nombre de militantes, nous étions plusieurs dizaines, je pense. Et surtout, je pense qu'il faudrait quand même souligner quelque chose qui s'est passé durant cette campagne, nous, de mobilisation et d'interpellation par rapport à la question des violences masculines. C'est la campagne de cyberharcèlement dont on a été quand même la cible ces derniers jours, où on a effectivement tous les jours des dizaines de messages où on nous traite de... tous les noms, on va dire. Tous les noms, insultes sexistes, menaces de mort, menaces de viol. Liées à votre combat la position, contre Bertrand bien sûr, Cantat. liées au positionnement par rapport à Cantat. Il suffit d'aller sur Twitter en message privé comme en message public, de façon totalement ouverte pour certaines. C'est inadmissible, mais quel est le message que vous voulez faire passer quand vous manifestez devant une salle de concert dans laquelle Bertrand Cantat se produit? On n'a jamais... il a le droit de chanter? Il a bien sûr qu'il a le droit de chanter. On n'a jamais fait appel à la censure, on n'a jamais fait appel... on n'a pas fait d'action en justice pour interdire le concert. Oui, mais il y a des salles qui ont annulé le concert, il y a des festivals d'été qui l'ont annulé. Pour interpeller les programmateurs. On est là pour interpeller les programmateurs, et tant mieux si certains programmateurs de festivals se sont sentis interpellés par notre campagne. Et notre interpellation, c'est aussi notre droit d'expression en tant que féministe. Et nous sommes là simplement pour rappeler une forme d'indifférence et une forme d'acceptation sociale de ces violences masculines qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous choque quand Bertrand Cantat chante devant son public? Alors, qu'est-ce qui vous choque? Pardon, avant que vous ne répondiez, parce qu'il a pris la parole entre deux chansons, Bertrand Cantat, pour dire ce qu'il avait sur le cœur, justement, face à ceux qui manifestent devant ces salles. Écoutez-le, alors il faut tendre un peu l'oreille pour ceux qui ne sont pas devant numéro 23. Écoutez. Nous n'avons rien contre vous, vous avez quelque chose contre moi. Mais s'il y en a qui sont là pour autre chose, qui sont en train de jubiler dans leur lamentablerie, ces gens-là, qu'ils sachent une chose, c'est qu'il n'y a aucune limite à quel point je vous emmerde. Merde à tous les censeurs. La plupart des gens qui sont là pour des bonnes raisons. Ceux qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, vous pouvez sortir maintenant. Voilà. C'est Bertrand Cantat hier. Je peux réagir? Un mot sur cette réaction. C'est pitoyable, mais c'est pitoyable, c'est pathétique, mais c'est assez typique de ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur, c'est-à-dire de se poser en victime. Donc on voit bien que Bertrand Cantat a encore le droit de s'exprimer, il a encore le droit de faire des concerts. La seule personne qui ne peut pas s'exprimer aujourd'hui, c'est Marie Trintignant, et c'est aux femmes qui sont victimes de violences auxquelles on s'adresse aujourd'hui par cette campagne, qui est une campagne avant tout une campagne politique féministe pour dire pourquoi les chiffres de violence... Qu'est-ce qui vous gêne, simplement pour qu'on comprenne bien, après on va laisser les grandes gueules réagir, mais pour qu'on comprenne bien ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous gêne lorsque Bertrand Cantat chante sur scène? Je parlais par rapport aux interventions de se poser en termes de victimes. Non, mais vous manifestez devant, donc ça veut dire que ça vous gêne. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est-à-dire que voir le public de Cantat l'acclamer, vous pensez que le public acclame celui qui a tué Marie Trintignant? En fait, il l'acclame, il l'applaudit, il lui dit je t'aime, je vous adore. Enfin, il y a un rapport à bien sûr, il y a un rapport à la célébrité qui est d'être exposé publiquement, et en tant que personnalité publique, on pourrait demander, comme l'a demandé d'ailleurs Nadine Trintignant de façon extrêmement émouvante il y a quelques mois lors de la première partie de la tournée à Grenoble, le droit à la discrétion, le droit à la décence, le devoir à la décence et le devoir à la discrétion. Et je suis j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le débat plus généralement sur cette question des violences masculines. On va y revenir, mais je vois que Marianne mais là, ça devient insupportable, en fait. Donc voilà, j'en ai marre. Je suis féministe jusqu'au bout des ongles, parce que j'ai toujours pensé, si vous voulez, que féministe, c'était pas un gros mot, mais j'en ai assez qu'il y ait des personnes comme vous qui utilisent ce noble terme de féminisme. Je suis avocat. Et je crois
Oui, je suis avocat ou avocate, peu importe. Vous voyez, moi, je m'attache pas à eux. Les 3/4 du temps, j'aurais dit avocate, mais je pense que c'est l'énervement qui fait que j'ai dit avocat. Je suis avocate et j'ai pas besoin d'ailleurs de vos leçons de français. Je crois que quelqu'un qui a fait sa peine, qu'il ait été boulanger avant, une fois qu'il a purgé sa peine de prison, il retourne dans sa boulangerie, il fait du pain. Il s'agit, s'agissant de Bertrand Cantat, d'un musicien. C'est son métier. Il chante. Il est chanteur. Venir... Mais excuse-moi, mais c'était son métier d'origine. Que la famille de Marie Trintignant, j'ai le plus immense respect pour ces gens-là, mais c'est la famille de la victime, et qu'ils s'expriment, c'est normal. Et leur douleur, vraiment, je la comprends. Par contre, que des gens qui n'ont rien à voir, comme vous, reprennent en fait ce sujet, qui est un sujet très grave, d'une femme qui est morte sous les coups d'un homme, pour l'instrumentaliser à ce point-là. Les violences faites aux femmes, je me bats tous les jours contre les violences faites aux femmes. D'accord. Mais j'ai pas besoin en fait moi d'aller manifester et d'empêcher un homme de se réinsérer pour me battre. Et ce que je ne comprends pas, c'est la façon dont vous empêchez un homme de se réinsérer. Quand il vous dit « je vous emmerde », il n'est pas en train de se victimiser, juste il vous répond, parce que effectivement... Laissez-moi travailler, effectivement, c'est ça. Laissez-le travailler, il a purgé sa peine, c'est un homme qui a purgé sa peine. Céline Picq. Alors là, ce qui est toujours étonnant en fait depuis plusieurs mois, et là moi aussi, comme votre émission s'appelle Les Grandes Gueules, je vais pousser un coup de gueule, c'est que on ne parle que d'une chose, c'est de Bertrand Cantat, le pauvre Bertrand Cantat, qui... non mais c'est vous qui instrumentalisez en fait. Il est réinséré, il fait ses concerts, il fait ses concerts, il n'a jamais été censuré, il peut s'exprimer, il fait la une des journaux. Des concerts, il a lu les journaux, n'exagérons rien. Il a fait la une des Incorruptibles où il a expliqué la souffrance, etc. Et j'aimerais juste un peu élargir le débat sur la question des violences et la raison pour laquelle un jour sur deux, il y a aujourd'hui 131 femmes qui sont tuées chaque année. Ce sont des chiffres qui ne reculent pas. On peut s'interroger. Mais il les a pas toutes tuées, Bertrand Cantat. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces chiffres ne reculent pas. Pareil pour les problématiques de viol. Et je vois aussi une différence par rapport entre la France. Alors, entre la France et d'autres pays où des condamnations ou des indignations se sont élevées. Je prendrai un exemple, c'est l'exemple de l'Espagne. Peut-être que vous avez suivi l'histoire de la meute à Pamplune. Donc, on a 5 hommes qui ont violé, lors d'un viol collectif, une femme, qui ont pris 9 ans de prison. Et il y a une indignation parce que le qualificatif de viol n'a pas été retenu. Oui, on peut questionner la justice sur la façon dont on poursuit les agresseurs, les violeurs. A été jugé non pas par la justice française, mais par la justice lituanienne. Mais il faut le préciser. Simplement, en Espagne, suite à la condamnation des 5 violeurs de la meute, il y a eu des dizaines et des dizaines de manifestantes et de manifestants dans les rues de Pamplune et dans toutes les villes d'Espagne pour s'indigner du jugement. Et cela n'a pas fait débat, en fait. C'est ça qui est étonnant. Donc moi, j'invite simplement, effectivement, les femmes à effectivement rejoindre le combat féministe pour questionner la façon dont la machine judiciaire fonctionne. Sauf que là, c'est la machine judiciaire. C'est pas encore une fois, c'est là le problème, c'est que on part d'un cas. Vous nous parlez de l'Espagne, vous dites il y a un problème avec la justice, sans doute, sauf que là, c'est la justice lituanienne qui avait jugé Cantat. D'ailleurs, il avait été condamné pour des coups volontaires ayant entraîné la mort involontairement. Il n'a pas été condamné pour meurtre. Et donc, il a été condamné à une peine de prison. Il en a fait une partie en France. Et donc, il est libre. Après, vous pouvez imaginer, vous pouvez penser que la justice lituanienne n'a pas été assez dure, mais ça, à la limite, le débat, il n'est pas ici en France. D'accord. Et ensuite, le débat, notre campagne d'interpellation, elle s'adresse aussi aux femmes. Parce que, par exemple, nous aussi, on travaille avec beaucoup d'associations en partenariat avec des associations de terrain. Je voudrais en citer une qui fait un travail remarquable, qui est le collectif féministe contre le viol, qui accompagne des femmes victimes de violences conjugales comme des victimes de viol, et qui disent quelque chose d'extrêmement fort. C'est qu'à chaque affaire médiatisée d'un homme puissant, que ce soit l'affaire DSK en 2011, l'affaire Baupin, l'affaire Weinstein, l'affaire
Polanski ou aujourd'hui l'affaire Bertrand Cantat, il y a de la part de ces femmes un sentiment aussi d'être en capacité de franchir le pas aussi, de prendre son téléphone pour pouvoir témoigner, parler, éventuellement porter plainte et être accompagné. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment aussi de reconnaissance de ce que sont les victimes masculines et ce que sont les victimes masculines et leur impunité aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, on est dans l'indifférence généralisée et le manque l'extraordinaire manque d'empathie pour aujourd'hui 220 000 femmes battues en France, et ce sont, je le répète, des chiffres qui n'évoluent pas dans le bon sens. Vous restez avec nous, c'est une pique question de Jacques Maillot dans un instant, de Charles Consigny, c'est une pique porte-parole d'Oser le féminisme, avec nous dans le grand oral des GG. À tout de suite. Nous sommes avec Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Elle est avec nous dans le grand oral des GG. Question de Jacques, on parlait de Bertrand Cantat. Il y a une nouvelle enquête qui est ouverte concernant le suicide de Christina Radi. Donc je pense que là, l'ex-compagne de Bertrand Cantat, l'ex-compagne qui elle l'avait beaucoup soutenu au moment du procès en Lituanie, et même d'ailleurs il avait à l'époque soutenu par tous les chanteurs de Noir Désir, et apparemment maintenant il y a un témoignage de la femme d'un chanteur de Noir Désir qui charge à fond Cantat. Donc de ce côté-là, là par contre, est-ce que votre combat, c'est pas là-dessus que vraiment que le dossier soit rouvert? Bon, je sais bien que maître Lévy, l'avocat de Cantat, dit il n'y a rien du tout, c'est du pipeau, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de solide? Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux? Il y a également aussi un enregistrement audio de Christina Radi elle-même à ses parents qui dure 7 minutes où elle parle de violence psychologique, de violence physique, de terreur que lui imposait Cantat. Donc Cantat, oui, était un homme violent qui, sous prétexte de jalousie, comme on dit communément, et c'est là aussi notre travail de décryptage en tant que féministe, ce n'était pas de la jalousie ou de la possession comme il veut bien le faire croire, il était vraiment dans un rapport de violence avec les femmes avec qui il était. Donc c'est vraiment, au-delà de cette affaire de Cantat, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. En fait, c'est ça qu'on essaye de démontrer aussi, c'est que au-delà d'un cas particulier, qui est un homme qui a un problème avec la violence contre les femmes, qui ne l'a pas réglé visiblement. Est-ce qu'il est dans le déni? Parce qu'on a l'impression que Bertrand Cantat n'a pas le comportement qu'on souhaiterait peut-être qu'il ait, c'est-à-dire qu'il reconnaisse les faits, qu'il sorte, qu'il se soigne et qu'il dise effectivement, moi j'ai été violent, j'étais cet homme-là et aujourd'hui je m'en sors. Alors que le seul truc qu'on voit de lui, c'est cette façon de s'exprimer qui est très agressive et qui est pas sympathique du tout. Il se pose effectivement comme étant une dispute qui a mal tourné. C'est ça qu'on veut essayer de décrypter en termes de mots. Quand on parle de dispute qui a mal tourné, d'accident, non, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est vraiment dans le registre d'une relation d'emprise qui est faite souvent de haut et de bas. Alors certaines personnes disent pervers narcissique, nous on préfère le terme d'agresseur, c'est-à-dire qu'on va mettre sous emprise sa conjointe ou son épouse pour jouer du chaud et du froid, et puis ensuite pour pouvoir l'isoler et faire ses violences en instaurant effectivement un silence autour de la victime. Et je pense que ça a été le cas pendant le procès. Et en fait, ce cas est vraiment typique de ce qu'on retrouve quand on écoute les écoutantes, je répète, du CFCV, collectif féministe contre le viol, qui parle aussi à beaucoup de femmes qui sont battues. C'est vraiment la même stratégie d'emprise, d'isolement et d'impunité qui est construite par le silence de l'entourage. Charles, est-ce que vous ne trouvez pas que la vague féministe qu'on a connue avec cette histoire de Balance ton porc, MeToo, etc., a été profondément desservie par ces excès? Votre prédécesseur, c'est Caroline Dehaas, qui s'est carrément retirée des débats publics, disant qu'elle en avait marre de recevoir des messages désagréables, etc. Mais moi, je trouve qu'elle a quand même poussé beaucoup les limites d'une parole mesurée, raisonnable et qu'on peut écouter. De même que beaucoup de féministes, on a entendu beaucoup de choses qui étaient parfois complètement délirantes, et notamment cet épisode que moi personnellement j'ai trouvé affreux de Balance ton porc. On a vu des tweets où on avait parfois oui, alors un jour à un dîner, il m'a posé la main sur le genou et c'était mon supérieur hiérarchique et donc je n'ai pas pu enlever sa main et puis j'en suis traumatisé encore 10 ans plus tard. On avait ce niveau-là. Il y a eu ce ministre anglais qui avait dû démissionner pour avoir, je sais plus, mais vraiment, je crois, poser sa main sur le genou d'une journaliste il y a 20 ans. Et donc, 20 ans plus tard, il démissionnait. Est-ce que vous n'êtes pas desservi par ça? Est-ce que vous ne devez pas vous-même vous poser certaines limites pour ne pas être toujours dans une espèce de surenchère?
Alors, la surenchère, de quel côté est la surenchère? Ça, c'est bien la question par que exemple, j'aimerais poser. l'interview de Caroline Dehaas à l'Obs, est... quand elle dit, je ne sais plus les termes exacts, tellement ça me semblait absurde, mais qu'en gros, un homme sur 2 ou sur 3 était un agresseur sexuel. Alors, ça, pour moi, ça décrédibilise le propos. Alors, j'aimerais quand même dire plusieurs choses. C'est que si on prend un petit peu de recul historique par rapport aux luttes féministes, en fait, il y a toujours un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de backlash. D'accord ? Il y a même un livre qui a été écrit que je vous conseille et qui est un phénomène tout à fait classique, c'est-à-dire à chaque avancée des droits des femmes. C'est retour de bâton, ce que vous appelez. Il y a le retour de bâton, d'accord. Alors, je citerai Suzanne Falandi qui a écrit des choses extrêmement justes là-dessus, qui est l'excessive réactivité des hommes aux victoires les plus microscopiques des femmes. Qu'avons-nous gagné après MeToo et après Balance ton porc? Donc, effectivement, des témoignages, d'accord, mais qui n'ont abouti aujourd'hui à, pratiquement parlant, pas grand-chose en termes de condamnation, en termes de perte de poste aujourd'hui en France. Je citerai pas de nom, par exemple, dans les médias, où des gens qui avaient été nommément accusés, qui sont aujourd'hui poursuivent leur carrière chez TF1, par exemple, pour ne pas le citer. Donc, il n'y a pas aujourd'hui eu de sanctions réelles, il n'y a pas eu de procès retentissants. Et ce sont souvent d'ailleurs les femmes qui ont dénoncé ces agressions, qui elles-mêmes, en revanche, ont dû derrière un peu galérer, soit s'en aller, trouver un autre job. Donc aujourd'hui, on a des témoignages qui ont fait un peu et après, qu'est-ce qui se passe? Nous, on réclame des modifications de la loi, on réclame. Pour revenir sur le truc du backlash historique, essayez de regarder un petit peu ce qui était dit au début du XXe siècle sur les suffragettes qui demandaient le droit de vote, ce qui était dit sur les militantes du MLF qui demandaient le droit à l'avortement. On était vilipendés. Sauf que le droit de plainte existe déjà en réalité. C'est-à-dire que là, vous dites quels sont les exactement de la même manière. Il y a quand même quelque chose qui est un tout petit peu gênant, c'est que dans ce mouvement MeToo, on a eu des noms qui ont été livrés en pâture et c'est tout à fait désagréable puisque effectivement c'est dans les commissariats et dans les cabinets d'instruction que les noms doivent être donnés. Donc c'est vrai que les jeter en pâture comme ça sans qu'il y ait la moindre enquête, etc., c'est désagréable et c'est pas une idée de la justice en fait. Alors j'aimerais quand même dire que les 86 000 femmes violées en France et les 124 000 mineurs violés en France, c'est pas désagréable, c'est scandaleux, d'accord? Mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Ce que je vous dis, c'est qu'elles ont le droit de déposer plainte et évidemment qu'il faut les aider, les accompagner, combien de noms, etc. Finalement, combien de noms, parce que combien de personnes ont été vraiment impactées aujourd'hui en France, impactées par le phénomène Balance ton porc? Parce que c'est un argument qu'on nous dit souvent. Oui, vous comprenez, vous avez lâché des noms en pâture. Combien de noms, Marianne, combien de noms ont été lâchés en pâture qui n'auraient pas dû être lâchés? Non, il y en a eu plusieurs. Mais combien dit? Mais c'est même pas ce problème-là. Le problème, c'est que ton nom, en fait, le nom de la personne qui t'a agressé ou qui t'a violé et qu'évidemment, il faut aller dénoncer, il faut qu'on t'aide. C'est dans les commissariats qu'on le fait, en fait. Est-ce que vous pouvez citer un nom d'un homme dont la carrière, dont la vie a été impactée par une... Si moi je donne le nom, je fais exactement ce que je reproche aux autres d'avoir fait. Mais non, vous connaissez? Oui. J'en ai plusieurs, mais je ne les donnerai pas parce que malheureusement, il y a des noms qui ont été jetés en pâture. Par rapport à la justice, la réalité de la justice aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir d'où on part par rapport à la justice. Vous êtes avocate, excusez-moi, vous êtes avocate, donc je vais certainement rien vous apprendre. Il y a aujourd'hui 124 000 enfants qui sont violés chaque année en France. Il y a 86 000 femmes violées en France. 90% des femmes ne portent pas plainte. Pourquoi? C'est bien ça le problème. Pourquoi? Parce que quand elles portent plainte, 70% des plaintes sont classées sans suite. C'est-à-dire parce que malheureusement, ça peut être un problème de preuve, hélas. Et ça n'a pas à voir avec la justice. Laissez-moi juste terminer une seconde. Les femmes qui entament des procédures judiciaires s'entament dans des démarches coûteuses où ils vont devoir payer des avocats. Non, c'est pas vrai. En tout cas, quand elles n'ont pas les moyens, c'est pas vrai. Quand elles n'ont pas les moyens, elles ont droit. Non, elles peuvent avoir droit à l'aide juridictionnelle. C'est pas vrai. Bah oui, donc c'est pas forcément coûteux. Alors, coûteux en temps, en énergie, c'est éprouvant. Malheureusement, parce qu'elles sont victimes de drames. Et c'est terrible. Et heureusement pour elles, ça coupe toujours la parole. Je peux finir une phrase. Allez-y, Madame Piquet. Donc, c'est un parcours du combattant aujourd'hui. Il y a beaucoup de viols qui sont aussi correctionnalisés, c'est-à-dire qui sont jugés comme des délits et comme des agressions sexuelles. Et vous voyez votre violeur. Il y a des affaires où des viols d'enfants, le violeur écope après 5 ans, 7 ans ou 10 ans de procédure de 2 ans avec sursis. Donc, il y a des gros manquements à la justice. Et donc, ça dissuade aujourd'hui les femmes
de porter plainte. Et donc c'est pour ça que dans nos revendications, nous demandons des formations pour les magistrats, plus de moyens pour la justice, pour donner il y en a déjà, les moyens. Vous avez raison. Alors, là, vous avez donner raison. Mais davantage il y a déjà de des moyens. formations, mais c'est bien. Et aussi instaurer aussi. On dit que ça a été la libération de la parole. Ça n'a pas été la libération de la parole. Ça a été pas tellement en France. Moi, j'ai pas trouvé. Pour la première fois aussi, peut-être qu'on les a un petit peu plus écoutés. Mais c'est une pique. Moi, j'ai trouvé étonnamment que la France avait été plutôt justement assez silencieuse sur ce sujet. On a beaucoup parlé des affaires hollywoodiennes, l'affaire Weinstein, mais bon, qui à mon avis est très éloignée quand même de la vie des Français. On a parlé de telle ou telle personnalité artistique, mais on a finalement assez peu parlé de ce sujet en France, dans les entreprises, dans la vie quotidienne. Or, finalement, l'agression sexuelle, le mauvais comportement est dans la vie quotidienne. Il n'est pas à Hollywood peut-être, mais Hollywood, c'est quelque chose qui est inaccessible, c'est ailleurs. Et est-ce qu'on en a vraiment parlé en France? J'ai l'impression que ce sujet reste encore tabou en France. Je pense qu'aujourd'hui, on est en retard par rapport à des pays comme l'Espagne. Mais comment expliquer? Par rapport à des pays comme les États-Unis. Parce qu'on est un pays judéo-chrétien, enfin l'Espagne nous démontre qu'on peut, dans un pays catholique, parler de ces sujets-là. C'est la loi surtout de l'Espagne qui l'a beaucoup aidé. Par exemple, je vais vous dire quelque chose de très clair. En Espagne, ils ont voulu faire un plan de lutte contre les violences masculines. Et là, ils ont fait un fonds dédié où ils ont mis 1 milliard d'euros sur 5 ans. Là, on a eu les chiffres, je crois, il y a 2 jours de ça, sur l'argent qui avait été dépensé au titre du secrétariat d'État de Marlène Schiappa à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous savez, c'est quoi le chiffre? C'est 22 millions d'euros. Mais Marlène Schiappa, elle dit que c'est pas une question d'argent, elle est très active. Mais est-ce que son bilan est bon à Marlène Schiappa? Aujourd'hui, les associations d'aide aux femmes, il y a des psychotraumatismes à soigner, il y a des procédures judiciaires à entamer, il y a des femmes à accompagner, effectivement, et ça coûte de l'argent, des formations de magistrats, des formations de policiers pour recueillir les plaintes, tout ça coûte de l'argent. Est-ce que Marlène Schiappa fait le job? Marlène Schiappa n'a pas le budget nécessaire à ses ambitions, tout simplement. Et on ne peut pas dire qu'on a une grande cause du quinquennat comme on nous l'a promis, et d'avoir des modifications. Il y a des modifications qui ont été annoncées sur la loi qui sont des modifications complètement à la marge. Il faudrait revoir par exemple la définition du viol. L'article 2 par exemple a été extrêmement problématique, c'est-à-dire nous on voulait que toute pénétration sexuelle sur un mineur en dessous d'un certain âge soit qualifiée comme viol. Ce ne sera pas le cas avec la loi qui a été proposée par Marlène Schiappa. Donc les modifications de la loi actuelles sont extrêmement marginales et surtout il y a une absence de moyens. On ne peut pas fonctionner avec 22 millions d'euros quand l'Espagne fait un fonds dédié par exemple, contre pour la lutte de Marlène Schiappa, qu'est-ce que vous pensez, vous, ça c'est concret, le délit d'outrage sexiste dans la rue? Alors, c'est typique de ce que j'appelle des mesures à la marge, voilà. C'est-à-dire que il y aurait. Et vous trouvez que c'est utile? Donc on va voir son application. On va voir son application. On va voir les capacités donc je pense que de parler de ce que c'est le harcèlement dans les transports, ce que c'est que le harcèlement dans la rue, c'est une bonne chose, mais c'est largement insuffisant si on veut lutter contre l'ensemble des violences sexistes et sexuelles. Et quand on voit ce qui a été proposé justement pour lutter contre le viol ou les agressions sexuelles, il y a une sorte de voilà, c'est une mesure qui est pour moi qui va dans le bon sens, mais qui est complètement marginale par rapport à l'ampleur du problème général de la question des violences faites contre les femmes. Harvey Weinstein, pour parler, il appelait des non coupables aux États-Unis. Après un avocat célèbre. Oui, il a pris l'avocat. C'était l'avocat de DSK. Alors, c'est là aussi, c'est un petit peu comme les propos de Bertrand Cantat, c'est assez pathétique, puisqu'il y a quand même des dizaines, voire plus d'une centaine de femmes qui disent exactement la même chose. Enfin, il n'a pas encore été jugé. Donc, on va voir. Il va bien sûr plaider, et c'est ça la problématique, c'est souvent la définition du viol selon les différents pays. Il va plaider que les femmes étaient consentantes, mais on voit bien qu'il y a un rapport de pouvoir qui faisait que, comme Harvey Weinstein faisait et défaisait les carrières de ses actrices, il était en mesure d'imposer des rapports sexuels, et ça, nous, on veut mettre des mots dessus, et c'est un viol. Et c'est dangereux ce que vous dites. Attends, elles sont consentantes ou elles sont pas consentantes? Non, excusez-moi, j'ai pas été m'exprimer. J'ai dit, il va dans sa défense. Il va dans sa défense essayer de nous faire croire que ces femmes étaient consentantes. Mais il y en a peut-être qui étaient consentantes. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la définition. À votre avis, est-ce que les femmes ont pu être consentantes pour avoir des rapports sexuels avec monsieur Weinstein? Aucune. Du viol. Attendez, laissez-moi finir la phrase. Celles qui se plaignent, non, elles disent qu'elles n'ont pas été consentantes. La définition du viol, par exemple, en France, c'est une pénétration obtenue par contrainte. D'accord? Contrainte, menace ou surprise. La question, c'est que le terme contrainte est extrêmement vague. Qu'est-ce que ça veut dire, la contrainte?
Contrainte, menace, surprise. Voilà. Oui, mais donc, La contrainte, ça peut être, par exemple, si tu couches pas avec moi, tu n'auras pas ce rôle. Et ça, c'est un viol pour vous. Si tu couches pas avec moi, t'auras pas ce rôle. Si la fille accepte de coucher, pour vous, c'est un viol. C'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. C'est une contrainte. C'est-à-dire qu'on revient sur quoi? Moi, j'appelle ça, un viol. Non, je suis désolé. Pour moi, il n'y a pas de problème. Un producteur, c'est pas. Je te dis pas que c'est clean. Hein. Dit qu'il y a pas de Alors, pour moi, le consentement devrait être défini par le désir de la femme. Est-ce que j'ai envie d'avoir cette relation sexuelle? Est-ce que j'ai du désir? Est-ce que j'ai du désir? C'est la question de la définition du viol. Elle est bien imparfaite aujourd'hui. Et je vous parle de désir. Est-ce que je vous parle de désir? Il n'y a pas de viol dans ces cas-là. Je vous parle de désir féminin. Est-ce que cette femme c'est un désir compliqué? Attendez, à partir du moment. Ah non, mais c'est très intéressant. C'est la capacité à dire non. À partir du moment. C'est très intéressant. À partir du moment où elle a un rapport sexuel avec lui sans désir, pour vous, c'est un viol. Je dis simplement qu'on devrait réfléchir sur la définition actuelle du viol et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit. Alors, la définition française du viol, c'est contrainte, menace, surprise ou violence. Ouais, c'est ça. Que définit le terme contrainte? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire contrainte? Donc reprenons s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas clair et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je suis indignée que des femmes de 18 ans soient mises dans une chambre d'hôtel et on leur dit votre carrière est terminée si vous couchez pas avec Harvey Weinstein. C'est effectivement une violence inouïe. Oui, mais ça relève pas nécessairement du viol. Je ne suis pas ni avocate ni législateur. Je dis simplement qu'on veut avoir la possibilité de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non à un rapport sexuel. Et là, la capacité à dire non, elle est entravée par le fait qu'il y a à mon avis, ce raisonnement est spécieux. Je suis sur le un peu dangereux. Je suis sur le plan. Pour Maître Braffman. Hein. Je suis sur le plan de la question politique féministe qui est de dire est-ce que les femmes aujourd'hui ont le droit de refuser un rapport sexuel sans avoir des mesures de rétorsion comme une carrière complètement plantée aujourd'hui. Merci Céline Pic, porte-parole de Zèle Féministe. Merci d'être passée par le grand oral des GG. Les aides sociales, ça va être le premier thème de notre GG et vous. C'est justement pour toi, Charles, tu vas en reparler avec Pascal qui est chef d'entreprise. C'est parti.